que c'est l'inverse de l'assistanat qu'on critique. C'est précisément l'opposé de la sérénité que l'on imagine. Mesdames, messieurs, ce soir, une information d'une gravité exceptionnelle a secoué la France entière. Pour la toute première fois de son illustre carrière, Anne-Claire Coudray a brisé le protocole immuable du journal télévisé. Elle a mis de côté l'actualité mondiale pour se livrer à une confession personnelle, exposant une facette insoupçonnée de sa vie. Car derrière son sourire parfaitement maîtrisé et son professionnalisme sans faille, elle a dévoilé une réalité que nul n'aurait pu soupçonner. Ses mots ont résonné. Je vivais dans une cage dorée. À 48 ans, la figure emblématique de TF1 a levé le voile sur une union où chacune de ses actions, le moindre de ses déplacements et même ses relations étaient constamment passées au crible, soumises à validation et étroitement surveillées. Une brutalité psychologique, sans un cri, sans la moindre trace visible, mais qui, selon ses propres termes, anéantit l'esprit bien avant de faire taire la voix. Son époux, le très discret entrepreneur Nicolas Vix, n'était finalement pas ce partenaire idéal que tout le monde imaginait. Il était en réalité le bâtisseur méticuleux de sa prison invisible. Ce soir-là, en plein direct, elle a pulvérisé 20 années de domination pour enfin reconquérir sa propre existence. Lorsque le public français fait la connaissance d'Anne-Claire Coudray en 2009 sur TF1, il perçoit d'abord et avant tout une professionnelle du journalisme exceptionnellement douée, d'une grande solidité, possédant un sens aigu de l'urgence forgé par d'innombrables années passées sur le terrain. Née en 1977 à Rennes, diplômée de la prestigieuse École supérieure de journalisme de Lille, elle a su se faire une place de choix dans un milieu professionnel qui restait alors très largement dominé par les hommes. Grâce à un alliage peu commun de qualités, une rigueur intellectuelle de tous les instants, une élégance naturelle, une aisance remarquable en direct, et une faculté presque innée pour apaiser les téléspectateurs au cœur des situations les plus critiques et anxiogènes. Enchaînant les missions comme correspondante internationale et envoyée spéciale en Afghanistan, en Haïti ou encore à Bruxelles, elle s'est rapidement affirmée. En l'espace de quelques années seulement, son visage est devenu l'une des figures les plus estimées du paysage médiatique français. Sa nomination à la présentation du journal de 20 heures, en 2015, la propulse définitivement au rang de ces journalistes qui font autorité, celles dont la parole est perçue comme un gage de stabilité, de crédibilité et qui inspire la confiance à l'échelle de la nation. Toutefois, en coulisses de cette trajectoire professionnelle éclatante, une autre réalité, bien plus secrète et personnelle, se dessinait. En 2005, elle croise le chemin de Nicolas Vix, un homme d'affaires aux grandes ambitions. Cultivant une grande discrétion médiatique tout en disposant d'un vaste et influent réseau professionnel, leur idylle naissante débute sous les auspices d'une admiration réciproque. Lui était captivé par le calme et la détermination de cette jeune journaliste au parcours prometteur, tandis qu'elle était profondément impressionnée par la confiance et la maturité de cet homme d'affaires déjà bien établi et influent. À cette période initiale, absolument rien ne permettait d'anticiper la noirceur qui allait peu à peu s'insinuer dans leur quotidien. Aux yeux de tous, leur vie semblait être une réussite éclatante. Ils formaient un couple glamour, menaient des carrières exemplaires, et avec la naissance de leur fille en 2015, ils projetaient l'image d'une famille contemporaine, épanouie, cultivée et véritablement inspirante. Néanmoins, avec le temps qui passe, les manifestations inaugurales de cette emprise ont commencé à se faire jour, prenant souvent l'apparence de simples conseils, de remarques en apparence bénignes ou de suggestions insistantes concernant ses relations amicales ou son emploi du temps. D'après les témoignages de proches qu'elle citera bien plus tard, Anne-Claire commençait à se retirer, à s'effacer dans les détails du quotidien. Elle se mettait à refuser des invitations amicales, à limiter drastiquement les sorties imprévues et prenait l'habitude de le consulter systématiquement avant de prendre la moindre décision, même pour accepter une simple entrevue professionnelle, rien de frontal, rien de brutal, mais une lente accumulation de minuscules renoncements personnels qui dessinaient progressivement le cadre d'un rapport de force déséquilibré. Les spécialistes en psychologie nomment ce phénomène la normalisation du contrôle, un mécanisme particulièrement insidieux par lequel la victime perd peu à peu toute conscience de ses propres frontières et de ses propres désirs.
La pression considérable inhérente à sa profession ne faisait qu'aggraver la situation. Assurer la présentation d'un journal télévisé chaque soir, orchestrer des éditions spéciales et gérer de multiples déplacements exigeait une organisation de fer et une discipline de vie quasi monacale. C'est précisément cette discipline que Nicolas Vix a instrumentalisée, s'en servant comme prétexte pour renforcer toujours plus son emprise sur elle. Il organisait, planifiait et filtrait tout, soi-disant pour lui simplifier la vie. Mais en vérité, chacune de ces interventions contribuait à éroder un peu plus son autonomie. Paradoxalement, plus sa renommée grandissait aux yeux du public, plus son espace de liberté individuelle se réduisait. Son cercle amical a commencé à s'en apercevoir, ses réponses se faisaient plus espacées. Elle semblait constamment se justifier pour la moindre chose, et elle donnait l'impression d'être perpétuellement pressée ou mentalement absente. Le processus d'effacement de sa personnalité se concrétisait lentement. Pour des millions de Français, elle incarnait l'incarnation même de la sérénité, mais dans l'intimité de son foyer, elle questionnait de plus en plus profondément sa véritable identité. Sa vie se résumait à un cycle, travailler, rentrer, puis recommencer. Une routine en apparence parfaite, mais qui ne lui appartenait plus tout à fait. Au cours d'une interview accordée bien des années plus tard, elle relatera ce moment charnière, hautement symbolique, où elle s'est entendue demander la permission pour partager un simple déjeuner avec des collègues. C'est à cet instant précis qu'elle a eu la certitude que la situation était devenue anormale. Malgré tout, elle a gardé le silence, à l'instar de tant d'autres femmes qui subissent cette violence psychologique, paralysées par la honte, un sentiment de loyauté déplacé, ou l'impérieux désir de sauvegarder les apparences familiales. 2 événements majeurs vont cependant précipiter sa prise de conscience. Premièrement, l'année 2020 et la crise sanitaire, qui a confiné le couple dans une promiscuité étouffante, exacerbant de manière exponentielle les dynamiques de contrôle déjà en place. Deuxièmement, la sollicitation physique et psychologique intense des éditions spéciales à répétition a mis en lumière l'immense fossé entre ses propres sacrifices et le manque de soutien qu'elle ressentait, ses obligations publiques et l'érosion de sa sphère intime. Brillante à l'antenne de TF1, elle se consume une fois les portes de sa maison refermées. Ses collaborateurs la perçoivent jour après jour, fidèle à cette rigueur chirurgicale qui a fait sa réputation. Pourtant, son regard trahit une lassitude immense, celle que seule une existence en partie dépossédée peut engendrer. C'est au cours de l'année 2022 qu'elle amorce une introspection en toute discrétion. Elle se documente, consulte, cherche à décortiquer les engrenages de l'emprise psychologique. Pour la toute première fois, elle parvient à nommer la réalité qu'elle subit. Ce qu'elle endure n'est pas une simple crise de couple, ni un désaccord passager. Il s'agit d'une forme de violence sans trace physique, une sape méthodique de son autonomie psychique. Lentement, elle renoue avec les fragments de sa propre personnalité, jusqu'à cette soirée mémorable de 2025 où, face à des millions de téléspectateurs, elle choisit de reprendre le contrôle du récit de sa propre existence. La nation entière se souviendra de cet instant précis où, ce soir-là, Anne-Claire Coudray a fait tomber l'armure de la professionnelle pour exposer au grand jour le mécanisme infernal qui avait silencieusement dicté son quotidien durant près de 20 longues années. Afin de saisir toute l'ampleur de cette confession, il est essentiel de plonger au cœur de ce qu'elle nomme elle-même l'emprise silencieuse. À l'opposé des violences manifestes, ici, aucun cri ne retentit, aucune porte ne claque avec fracas, aucun coup n'est porté. Il s'agit plutôt d'horaires imposés, de relations amicales à proscrire, de choix de vie à justifier en permanence. Tout débute souvent par une critique sur une robe jugée trop audacieuse, suivie d'une suggestion insidieuse lancée au cours d'un repas « tu ferais mieux de te reposer ce week-end », ce qui signifie en réalité « tu ne te déplaceras nulle part sans ma permission ». Le piège se referme ainsi, tout en douceur. Les récits ultérieurs, recueillis auprès de quelques proches, dépeignent un schéma tristement répétitif. Nicolas Vix, d'apparence réservée en société, se transformait en tyran domestique dans la sphère privée. Il analysait ses interventions télévisées, jugeait ses amis, contestait systématiquement ses décisions en tant que mère. Lorsqu'elle revenait tardivement après une émission spéciale,
Il lui faisait le reproche de son dévouement professionnel qu'il qualifiait d'excessif, tout en se servant de cet argument pour l'isoler davantage du reste du monde. Il endossait le rôle du protecteur, la préservant prétendument d'un milieu médiatique impitoyable, alors qu'en réalité, il ne cessait de réduire son espace de liberté. Le moindre de ses gestes était scruté. La moindre de ses initiatives devait recevoir son aval, et la moindre conversation était disséquée. L'efficacité de la violence psychologique réside précisément dans sa nature insidieuse. Il n'existe pas de scène de ménage spectaculaire, pas d'événement brutal, qui servirait de détonateur pour que la victime se dise « c'en est trop ». Il y a plutôt une succession de centaines de micro-agressions quotidiennes, quasiment invisibles de l'extérieur, mais dont l'accumulation finit par éroder l'identité profonde. Anne-Claire Coudray, dans ses Confidences, avoue avoir eu besoin de plusieurs années pour réaliser qu'elle n'était plus tout à fait elle-même. Un des épisodes les plus révélateurs concerne une soirée privée à laquelle une collègue de TF1 l'avait conviée. L'événement n'avait rien de particulier. Mais Nicolas Vix lui en a tenu rigueur pendant des jours, l'accusant d'avoir privilégié sa carrière à sa vie de famille. L'intense culpabilité qu'elle a ressentie l'a alors conduite à refuser systématiquement toutes les invitations qui ont suivi. Un détail anodin, mais un détail absolument déterminant. C'est durant l'année 2023 que la situation atteint un seuil critique. Plusieurs de ses collaborateurs chez TF1 commencent à percevoir une altération. La journaliste vedette paraît plus anxieuse, moins accessible, et particulièrement discrète lors des réunions. Soucieuse de ne troubler personne, elle continue de fournir un travail d'une qualité irréprochable. Cependant, ses moments d'absence mentale deviennent de plus en plus manifestes. Dans les couloirs de la chaîne, à Boulogne, des murmures commencent à circuler, suggérant que quelque chose de grave se trame. Une amie proche lui suggère alors de consulter un psychologue spécialisé dans les dynamiques de domination conjugale. Après une longue hésitation, elle se résout à prendre rendez-vous. C'est au cours de cette toute première consultation que la thérapeute pose un diagnostic clair et net sur son calvaire en prise, dévalorisation, contrôle comportemental et effacement de la personnalité. Pour la célèbre journaliste, l'effet est celui d'un électrochoc. Elle avait toujours cru que ce vocabulaire était réservé à d'autres femmes, mais certainement pas à elle, pas à une femme aussi indépendante, éduquée et admirée. Un des instants les plus marquants de sa prise de conscience se produit au début de l'année 2025. Un matin, en se préparant pour une édition spéciale, elle cherche, de manière réflexe, la validation de Nicolas Vix concernant la tenue qu'elle a choisie. Elle comprend alors avec une clarté brutale que ce geste n'a rien de naturel. C'est à ce moment précis, raconte-t-elle, qu'elle a su qu'elle avait perdu une part fondamentale de son libre arbitre. Cette réalisation agit sur elle comme un puissant détonateur. Elle prend la décision de s'informer, d'étudier les ressorts de la manipulation psychologique et affective, et de réexaminer ses propres réactions à la lumière de ses nouvelles connaissances. Chaque livre, chaque récit, chaque conférence qu'elle consulte lui renvoie une vérité implacable. La situation qu'elle endure a un nom, et ce nom n'est pas une simple tension conjugale, mais bien une violence psychologique banalisée. Au cours des semaines qui suivent, elle initie un processus de mise à distance. Elle se remet à fréquenter ses amis, mais avec une grande précaution, elle s'autorise à nouveau des moments pour... Elle entame un long processus de mise à distance. Progressivement, elle renoue avec son cercle amical, mais en choisissant ses interactions avec une extrême précaution. Elle s'autorise enfin des instants, une solitude qui s'avère providentielle. Elle entame alors de longues conversations avec des experts, en relations de couple et en charge mentale, particulièrement chez les femmes évoluant dans des environnements professionnels très prenants. C'est à ce moment qu'elle prend conscience de l'ampleur de cette violence insidieuse et très répandue au sein des foyers où l'un des partenaires exerce une domination symbolique, financière ou même affective sur l'autre. Une décision s'impose alors à elle. Elle ne se cachera plus jamais. Mais comment rompre 20 années de silence sans provoquer un véritable cataclysme médiatique? La solution? Elle va la trouver en utilisant son talent le plus remarquable. Ce soir-là, en plein direct à 20h03, elle s'écarte délibérément du texte qui défile sur le prompteur, inspire profondément et déclare
Les mots qui vont suivre ne sont pas inscrits au sommaire de ce journal, mais ils constituent une part essentielle de ma vérité personnelle. L'atmosphère dans la régie devient électrique. Tout le monde est suspendu à ses lèvres. En l'espace de quelques instants, elle révèle tout. L'image d'une vie parfaite, la réalité étouffante qui se cachait derrière, son anéantissement progressif et le besoin impérieux de retrouver son propre chemin. Les conséquences ne se font pas attendre. C'est un véritable séisme national, suivi d'une immense vague de soutien et de milliers de récits poignants de femmes et d'hommes qui s'identifient profondément à son histoire. Pour la toute première fois, le pays découvre que le calvaire peut s'installer sournoisement dans le mutisme d'un foyer et que la force seule ne suffit pas pour s'en extraire. Il est crucial d'être entendu. Au moment où la révélation d'Anne-Claire Coudray secoue les téléspectateurs, une interrogation émerge instantanément. De quelle manière une femme jouissant d'une telle influence, d'un tel respect et d'une si grande autonomie professionnelle a-t-elle pu laisser sa sphère privée se rétrécir à ce point pour le saisir? Il est nécessaire de décortiquer la mécanique même de son existence journalière, son capital symbolique, l'ensemble de ses atouts professionnels et surtout la façon dont ils ont été progressivement aspirés, voire instrumentalisés par une relation de couple totalement déséquilibrée. À la différence de certaines célébrités dont la notoriété s'appuie sur une fortune matérielle ou un succès d'entreprise, le véritable trésor d'Anne-Claire est d'une nature impalpable son excellente réputation, sa compétence reconnue et sa position incontournable dans le paysage médiatique français. Cet héritage professionnel, elle l'a bâti de ses propres mains. Pourtant, durant de nombreuses années, les choix relatifs à cette carrière exigeante étaient systématiquement soumis à un filtre extérieur. Sur le plan strictement matériel, la figure de proue de TF injouit d'une existence aisée, mais sans extravagance. Ses émoluments de journaliste vedette, que plusieurs sources médiatiques françaises évaluent entre 25 000 et 35 000 euros mensuels, lui assurent une sécurité financière considérable, bien au-delà de ce que gagnent la plupart de ses confrères. Elle est propriétaire d'un vaste appartement en Île-de-France, un endroit qu'elle a conçu comme un véritable sanctuaire pour les siens et sur lequel elle reste très discrète. Néanmoins, au-delà des murs de ce cocon, des frictions régulières se manifestaient. D'après les détails qu'elle partagera bien plus tard, Nicolas Vix avait pris l'habitude de superviser les finances du foyer, prétendument pour alléger leur quotidien, ce qui, en réalité, lui octroyait un contrôle constant sur l'intégralité de leurs dépenses. C'est un élément parmi tant d'autres, mais un élément particulièrement éloquent. Elle confiera avoir renoncé à effectuer certaines acquisitions personnelles car elles suscitèrent des commentaires désobligeants ou des réactions complètement excessives de sa part. Il s'agissait d'une forme de mainmise financière subtile, mais omniprésente. La manière dont était gérée leur maison de vacances constitue un autre exemple très parlant. Le couple était propriétaire d'une villa sur le littoral, fruit d'un investissement réalisé des années auparavant. Chaque période estivale, les décisions concernant les vacances étaient planifiées, orchestrées et arrêtées bien à l'avance par Nicolas Vix. Aux yeux de la journaliste, cet endroit aurait dû symboliser un havre de paix, mais se transformait fréquemment en un cadre d'obligations familiales strictes où toute forme d'imprévu ou même la venue d'amis était catégoriquement repoussée. Plusieurs personnes de son entourage témoignent qu'elle déclinait systématiquement la moindre sollicitation professionnelle ou amicale durant ses séjours, car cela engendrait inévitablement des complications dans son foyer. Une fois de plus, il ne s'agissait pas de crises ouvertes, mais bien d'une architecture de contrôle qui minait progressivement son indépendance. Du point de vue de sa carrière, Anne-Claire possède un atout majeur, une crédibilité presque inégalée au sein du monde médiatique français, une place stratégique sur la plus grande chaîne télévisée d'Europe et des liens très forts avec ses équipes éditoriales. Cependant, de façon tout à fait paradoxale, cet immense capital professionnel se transforme en un instrument de pression contre elle. Nicolas Vix lui faisait fréquemment le reproche d'être excessivement impliqué, trop dévoué à la chaîne, insinuant que cet engagement professionnel la détournait de ses devoirs familiaux. Cette critique incessante l'a enfermée dans une situation intenable, briller à l'écran tout en étant rongée par la culpabilité dans sa vie personnelle. Au fil du temps, cette pression constante a fini par
limiter insidieusement la façon dont elle exploitait ses atouts professionnels. Elle a commencé à décliner des invitations à des débats, à refuser certains voyages et à se tenir à l'écart des soirées entre collègues de la rédaction. Chacune de ces concessions grignotait un peu plus sa liberté. Un autre aspect, crucial, touche à la parentalité. Leur fille, venue au monde en 2015, est devenue malgré elle un instrument de contrôle. Additionnel, Nicolas Vix, d'après les termes qu'elle a employés, endossait le rôle du père se posant en gardien de l'harmonie familiale, une posture qui se manifestait très souvent par des reproches concernant la présence jugée insuffisante d'Anne-Claire, en dépit de son agenda professionnel extrêmement chargé, pesant. La journaliste confiera plus tard avoir été prise dans une dynamique de dépendance émotionnelle qui la tourmentait. Dans cet engrenage, elle se sentait obligée de prouver en permanence sa valeur en tant que mère, ce qui sapait considérablement sa capacité à faire valoir ses propres aspirations. D'un point de vue légal, aucune action en justice publique n'a jamais été engagée entre les deux anciens partenaires. On ne trouve ni dépôt de plainte, ni dossier judiciaire, ni le moindre contentieux officiel. Anne-Claire Coudray a toujours veillé à ne pas attribuer à son ex-conjoint le qualificatif d'agresseur au sens juridique du terme. Elle évoque un engrenage destructeur et non un acte criminel. La nuance est absolument fondamentale. Elle décrit une mécanique psychologique complexe, non une affaire judiciaire en cours. Cette distinction cruciale protège avant tout leur fille et lui évite une surexposition médiatique brutale. Elle précise par ailleurs que sa démarche n'est motivée ni par un désir de vengeance, ni par une quête de réparation financière. Son seul but est de se réapproprier son propre récit. Aujourd'hui, après avoir finalement brisé le silence, Anne-Claire reconstruit avec une grande patience son capital. Le plus intime, l'autonomie, l'écoute de sa voix intérieure et la faculté de décider par elle-même. Elle soutient qu'à ce stade de son existence, sa plus précieuse fortune n'est plus sa réussite professionnelle ou son confort de vie, mais bien l'espace mental qu'elle a reconquis, un bien immatériel, indubitablement, mais absolument vital, celui d'une femme qui détient enfin les rênes de sa propre liberté. La soirée où tout a véritablement basculé pour Anne-Claire Coudray ne s'apparente en rien à une scène de crise explosive et théâtrale. Il n'y a ni altercation fracassante, ni porte qui claquent avec fureur, ni adieu précipité. Tout se déroule dans le calme d'une pièce, baignée d'une lumière douce, au terme d'une journée de travail tout à fait ordinaire. Elle vient tout juste de quitter le plateau du journal de 20 heures, encore sous son maquillage de présentation, toujours immergée dans le flot intense de l'information. Dans le grand miroir du couloir, elle remarque son propre reflet, mais une image la heurte avec une soudaineté inattendue. Elle ne parvient pas à reconnaître la femme qu'elle a en face d'elle, un visage d'apparence trop lisse, une maîtrise de soi excessive, une fatigue profondément ancrée. Elle demeure ainsi pétrifiée durant de longues secondes. C'est dans cette immobilité que la terrible prise de conscience s'impose à elle. « Je me suis égaré ». Cette phrase, elle ne la formule à voix haute pour personne, mais c'est elle qui sert de détonateur à tout le reste. Quelques instants plus tard, Nicolas Vix lui adresse une réflexion sur son arrivée tardive. Une remarque qui pourrait sembler anodine, presque sans importance, mais qui pour elle résonne comme une sentence définitive. Elle ne se défend pas, elle ne cherche aucune excuse, elle ressent simplement au plus profond d'elle-même que quelque chose vient de se rompre pour de bon. Ce n'est ni la rage, ni l'angoisse qui la submerge. C'est une clarté d'esprit inédite, d'une acuité presque douloureuse. Elle comprend subitement que l'existence qu'elle mène n'est plus vraiment la sienne. Ce soir-là, elle s'installe dans le salon, seule, une fois leur fille profondément endormie. Pour la toute première fois depuis une éternité, elle prend une inspiration sans chercher à faire les choses correctement. Une respiration ample, totale, libératrice. Ce geste des plus simples devient l'acte premier de sa reconquête. Le lendemain matin, elle boit son café en silence. Nicolas s'exprime, planifie, dirige la maisonnée comme il en a l'habitude. Mais Anne-Claire ne réagit plus de manière automatique. Elle commence à prêter attention à sa propre musique intérieure. Elle sait alors que la route sera ardue, mais elle a également la certitude intime d'avoir franchi un seuil irréversible. Au cours des jours suivants, elle va consulter une psychologue en toute discrétion.
laquelle lui confirme ce qu'elle appréhendait. Elle évolue. Sous une emprise émotionnelle dont elle doit impérativement s'extraire, cette reconnaissance par une tierce personne agit comme un véritable déclic. Pour la première fois de sa vie, elle ose formuler les mots « Je veux reprendre les commandes de ma vie ». Quelques semaines plus tard, elle est en train de préparer une émission spéciale. Elle parcourt ses notes, ajuste son script, contrôle le déroulement du prompteur. Mais derrière cette façade d'un professionnalisme irréprochable, une décision a fini de germer. Ce soir-là, alors qu'elle fixe la caméra, elle a conscience qu'elle ne va pas simplement accomplir son travail, elle s'apprête à mettre un terme à 20 années de non-dit. À 20h03, une fraction de seconde de silence est suffisante pour que la France entière devine que quelque chose d'inhabituel est sur le point de se produire. C'est à cet instant précis qu'elle prononce les quelques mots qui vont changer le cours de son existence. Je dois vous dire autre chose, et cette nuit-là, face à des millions de Français, elle a repris la pleine maîtrise de son récit personnel. Depuis cette soirée qui a tant fait parler, Anne-Claire Coudray poursuit sa route avec une nouvelle quiétude. Elle n'a jamais cherché à nourrir la polémique ni à faire de son expérience un combat public spectaculaire. Elle s'est simplement attachée à expliquer, avec une grande dignité, comment une femme brillante peut se retrouver enfermée dans une dynamique invisible et aliénante. Sa parole a permis d'ouvrir un espace de discussion sans précédent en France, celui des violences psychologiques qui s'infiltrent au cœur des couples les plus lisses en apparence. Son témoignage a incité d'innombrables personnes, hommes et femmes, à porter un nouveau regard sur leurs propres relations, à se demander où débute le contrôle et où s'arrête la liberté individuelle. Quant à elle, elle rebâtit son identité avec patience, en réapprenant à faire des choix sans aucune appréhension, pour simplement exister, sans le poids constant de devoir se justifier. Désormais, sa boussole est le bien-être de sa fille et la sérénité qu'elle a si chèrement reconquise. La façade, sociale et professionnelle, est toujours impeccable, mais la femme qui se tient derrière a changé. Elle est maintenant déterminée à ne plus jamais être réduite au silence, en osant prendre la parole. Elle a su métamorphoser une blessure intime en un témoignage qui résonne universellement, et cela nous amène, chers amis, à l'interrogation fondamentale qui demeure en suspens. N'est-ce pas combien d'existences en apparence idylliques dissimulent en réalité des enfermements silencieux, des cages dorées que notre société refuse de regarder